Rien ne destinait Bertrand Ribière à devenir DIRCOM de Bouygues Construction. J'en veux pour preuve son parcours, qui commence par le CELSA, plutôt ressources humaines, ce qui ne lui plaît pas. Il bifurque vers la communication, ce qui ne lui plaît pas non plus. Mais alors comment se fait-il que ce jeune homme qui à l'époque n'aime pas la communication devienne DIRCOM ? Eh bien Bertrand va vous expliquer ça plus en détail. Il va vous raconter comment il a rencontré l'employeur de sa vie, Bouygues Construction en l'occurrence, et il va également vous parler des qualités du DIRCOM, à savoir le courage, entre autres. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et comme vous l'avez compris, cet épisode de la série Kings and Queens est de très très haut niveau, je vous l'assure. Dernier point, un grand merci à Candice Pont-de-Vie, attachée de presse de Bouygues Construction, qui a permis cette rencontre entre Bertrand, vous et moi. Très très bonne écoute. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Bertrand. Salut Laurent. Comment ça va ? Ça va super. Merci à toi de m'accueillir. Alors, au siège du groupe Bouygues, chez Challenger, dans les Yvelines, c'est absolument magnifique. Vous irez peut-être jeter un œil. Sincèrement, je vous le conseille. C'est magnifique et ça représente la France et les entrepreneurs et des gens qui, sincèrement, se sont bougés. Donc, je dis bravo et j'en ai pris plein les mirettes. C'était une grande première ce matin. Eh bien, je ne te cache pas que je prendrai quelques petites photos après. Bertrand, En deux mots, c'est le siège de Bouygues Construction et non du groupe Bouygues. Alors, toutes mes excuses. Oui, en effet, le groupe est non loin de Maverick, dans le 8e, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Donc, vous voyez, d'emblée, chères auditrices, auditeurs, j'étais tellement transformé, c'était tellement magnifique que j'ai fait une énorme bêtise. Et en tout cas, c'est absolument sensationnel. Bertrand, tu es justement, ça tombe bien, le DIRCOM de Bouygues Construction. Est-ce que tu peux nous présenter justement, afin que j'évite de dire des bêtises, Bouygues Construction en quelques secondes, vous avez bien compris ce dont il s'agit. La famille Bouygues, on la connaît, et pas uniquement au travers de ses médias. La construction, on sait ce que c'est, mais parle-nous de cette maison qui a été fondée, il y a à peu près 70 ans. Francis Bouygues avait 29 ans. Il sortait de Centrale, si je ne dis pas de bêtises. Honnêtement, moi qui suis entrepreneur depuis 15 ans, c'est la méga classe absolue. Allez, 30 secondes que tu nous expliques où nous sommes, s'il te plaît. Alors, Bouygues Construction, c'est le métier historique du groupe Bouygues, fondé en 1952 par Francis Bouygues dans un contexte de reconstruction de la France d'après-guerre. Aujourd'hui, Bouygues Construction, c'est à peu près 37 000 collaborateurs répartis sur 5 continents pour un chiffre d'affaires d'à peu près 11 milliards d'euros. Voilà. Donc, c'est une entreprise qui fait quoi ? Qui fait des bâtiments et des ouvrages de manière générale qui sont utiles aux gens. Donc, c'est à la fois des écoles pour apprendre, des hôpitaux pour soigner, des salles de concert pour se divertir, des ponts pour relier les gens, etc., etc. Et une signature de marque qui est absolument magnifique, qui est Building for Life. Est-ce que tu peux nous en parler en 2-3 mots ? Tu en as déjà dit beaucoup, mais cette signature de marque, elle est tout simplement magnifique. Alors, je crois que c'est une signature qui a un gros avantage, c'est qu'elle a la force de la simplicité. Voilà. Quand on a réfléchi à cette signature, au début, je dis, tout ça pour ça, Building for Life. Bon. Et en fait, c'est une signature qui est extraordinairement puissante, parce qu'elle dit énormément de choses, et énormément de choses qui nous correspondent vraiment à nous, et qui reflètent précisément qui on est. Elle dit quoi ? Elle dit à la fois notre capacité à livrer des ouvrages qui sont utiles aux gens, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Elle parle aussi de notre engagement humain, bâtir pour la vie. Quand on s'appelle Bouygues et qu'on met l'humain au cœur de tout, forcément, ça parle. Elle parle aussi de notre engagement vers les générations futures, tout simplement. Tu viens de parler à l'instant même de l'humain. Alors, les métiers de la construction, c'est pas que des métiers de Bac+5. Ce sont des métiers où il y a vraiment de tout. Il y a des métiers, fonctions stratégiques comme la communication. Et puis il y a les gens sur le terrain. Et ces femmes, ces hommes, on les voit beaucoup. On ne sait pas nécessairement qui ils sont. Ils sont de toutes les origines. Quand on est DIRCOM d'une si belle entreprise, qui a 70 ans, est-ce qu'on n'a pas finalement sur les épaules une énorme pression ? Parce que représenter tous ces gens qui font des choses aussi fondamentales dans la vie que des habitations, si je suis vraiment très basique, il y a quand même une méga pression sur le dos, non ? Quand on est DIRCOM comme toi Alors, on est l'héritier d'effectivement de toute une histoire d'entreprise et une histoire qui est très singulière. On fait un métier de passion.
Les gens qui travaillent chez Bouygues Construction, c'est des passionnés, qu'ils soient maçons, électriciens, couvreurs, ingénieurs, responsables de bureaux d'études, RH ou communicants. Je pense que c'est ça qui nous relie tous, c'est qu'on est des gens de passion. Alors forcément, en tant que DIRCOM d'une boîte comme ça, oui, on a la responsabilité aussi de transmettre cette passion et de l'entretenir. On est d'accord, mais je regarde sur ton parcours LinkedIn, monsieur fait Hippocagne-Cagne. Alors, explique-nous, ça ressemblait quasiment à une prépa HEC, donc on va pas rentrer trop dans le détail, mais à la base, tu es plutôt, je dirais bien plutôt, littéraire. Comment arrives-tu, en 2007, si je ne dis pas de bêtises, dans ce groupe ? Je vais te faire la version courte, mais c'est une histoire qui est assez rocambolesque. Je pense qu'on peut en tirer deux, trois choses. Donc, effectivement, je fais 2 années de prépa lettres et sciences sociales. Donc, c'est une prépa littéraire avec des maths et des sciences sociales. J'intègre ensuite le CELSA. J'intègre en ressources humaines. Mais ça m'a pas plu. Du coup, j'ai basculé en communication. Mais ça m'a pas plu. Du coup, au lieu de faire un master 2 professionnel, j'ai fait un master 2 recherche. Donc, pendant 1 année, j'ai travaillé à temps plein sur 2 sujets. Le premier qui était les représentations du Coran dans les médias français, le deuxième qui était la communication terroriste. Parce que à l'époque, monsieur, je voulais bosser pour la DGSE. C'était ça mon truc. Et mais je vais te raconter ensuite comment de ça j'arrive chez Bouygues Construction, parce que Bouygues Construction, moi, c'est ma première entreprise. Donc, à la fin de mon master de recherche, j'essaie de rentrer à la DGSE. C'était effectivement en 2007. À l'époque, ils ne recrutaient pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Et ça se fait pas. Il fallait que je bosse, et du coup, je regarde mon parcours, je me dis, j'ai fait un petit peu de RH, un peu de com, et puis un truc un peu plus théorique qui était le master recherche. Allez, je vais faire du conseiller en accompagnement du changement. C'est ça qui coche toutes les cases. J'envoie des CV, je rencontre des gens, et il y a une petite boîte de conseil qui me dit, OK, on te prend pour un stage de 6 mois, juste on voudrait que tu puisses rencontrer le client chez qui tu seras à temps plein pendant tes 6 mois de stage. Tu auras un tuteur de l'agence qui sera là. Au bout des 6 mois de stage, si ça s'est bien passé, on t'embauche. Et le client en question, c'était Bouygues Construction. Donc, un jour, je débarque à Challenger et je rencontre des gens de chez Bouygues Construction qui me disent « Bah, écoute, super, nous, pas de problème. En revanche, ça nous arrangerait plutôt de te faire un CDD plutôt qu'il y ait un stage de la part de... » Je dis « Bah, très bien, moi, si ça convient à tout le monde, on appelle l'agence. » Il me dit « Oui, tu auras ton tuteur qui sera là au bout des 6 mois de CDD chez Bouygues Construction. Si ton tuteur considère que ça s'est bien passé, on t'embauche, nous, à l'agence. » Tout le monde était content et j'attaque mon CDD chez Bouygues Construction comme ça. Sauf que 1 mois après que je sois arrivé, Bouygues Construction a rompu le contrat avec l'agence en question. Donc je me suis retrouvé avec mon CDD chez Bouygues Construction sans jamais avoir envoyé un CV dans cette boîte, sans avoir jamais passé un entretien RH avec cette boîte, et en ayant, très objectivement, aucune envie de bosser dans le secteur de la construction. C'était absolument pas mon truc. Au bout des 6 mois de CDD, je rappelle l'agence, je leur dis bon on fait quoi ? Il me dit on t'a pas vu bosser, donc si tu veux on te refait un stage de 6 mois. Bouygues Construction me dit c'était cool, si tu veux tu peux rester. C'était tout début 2008, on commençait à avoir un bout de crise financière qui arrivait, et donc je dis oui je prends, Bouygues Construction c'est bon, c'est bien, je prends. Et donc j'ai fait des missions d'accompagnement du changement chez Bouygues Construction à partir de 2008 pendant 2 ans. Ensuite 1 année où j'ai étendu le scope, mais toujours dans le même type de mission. Et j'ai rejoint Bouygues Bâtiment International, qui est une des entités de Bouygues Construction en 2011, en tant que responsable communication, puis en tant que directeur de la communication. Et depuis 1 an et demi, je suis directeur de la communication de Bouygues Construction. Mais on n'oublie pas que quand j'avais 21 ans, je voulais bosser à la DGSE. Et c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'échangerais mon rôle pour rien au monde, mais voilà, la vie, c'est bizarre, quoi. Écoute, je comprends parfaitement ces changements de vie. Parce que moi, je suis un passionné de musique, j'ai travaillé dans l'industrie du disque et je suis arrivé dans la communication par le plus grand des hasards il y a 26 ans. Donc, je comprends parfaitement qu'on se prenne une petite claque, au bon sens du terme, en découvrant des gens, en découvrant une culture, parce qu'il y a une vraie culture dans cette maison qui est celle de Bouygues, une culture entrepreneuriale et tout le monde là, qu'on soit salarié ou pas. Donc, je trouve ça incroyable. Quand ta famille, tes amis, tes proches t'ont vu arriver chez Bouygues Construction, ils ont dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Bertrand ? Tu es fou ?» Oui. Oui. Non, mais moi aussi, et là aussi, je veux être très, très honnête, je rentre chez Bouygues Construction avec la ferme intention de ne pas y rester le plus longtemps possible. Hein. Et en fait, tu découvres dans cette entreprise à la fois des gens
complètement fous, des experts qui sont juste les top guns mondiaux de l'ingénierie de la construction. Tu rencontres un état d'esprit, tu rencontres des valeurs qui, à un moment donné, tu sais pas pourquoi, ça résonne chez toi. Voilà. Et moi, cette boîte pour laquelle j'avais aucune affinité a priori, elle a fait résonner quelque chose chez moi, ce qui fait que 18 ans plus tard, j'y suis encore. En fait, à cette époque-là, j'ai passé d'autres entretiens. J'ai notamment passé des entretiens pour des entreprises du secteur du luxe. Quand on sort du CELSA, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent aller dans le secteur du luxe. Et moi, ça me faisait aussi un peu briller les yeux, parce que c'est quand même assez glam, cette affaire. Et très rapidement, après l'entretien, je me suis dit, mais on se comprend pas, enfin, c'est pas ça que je veux. Bouygues Construction, pourquoi ça correspond à moi et à ce que je suis? C'est une entreprise qui a un niveau d'exigence incroyable, que ce soit sur les chantiers, dans les bureaux d'études, à la communication. Donc, une exigence qui est la même, je pense, que celle du secteur du luxe, mais qui rajoute quelque chose là-dessus qui, moi, personnellement, me parle, qui est le côté bâtisseur, le côté terrain. Moi, ce que j'aime, c'est aller sur des chantiers et discuter avec des mecs qui vont m'expliquer comment ils vont construire un truc qui n'a jamais été construit. Ça me plaît. Bertrand, au bout de 18 ans de communication et plus de 10 ans en tant que DIRCOM, tu vas encore sur le terrain sentir ce qui se passe ? Non seulement j'y vais, mais je mets un point d'honneur à y aller. Je te disais tout à l'heure que j'avais fait la majeure partie de ma carrière à l'international. Il faut aller sur les chantiers en France, il faut aller sur nos chantiers en Asie, en Afrique, ailleurs en Europe, parce que c'est évidemment là que tu sens et que tu comprends ce qu'est la boîte. C'est pas depuis Challenger. Alors tu nous as fait un grand laïus tout à l'heure sur ce siège magnifique, mais c'est pas là que ça se passe. Écoutez bien ce que vient de dire Bertrand, chers auditrices et auditeurs. Bon, ça fait combien d'années que tu DIRCOM? Plus de 10 ans, officiellement, 2015 je crois. Oui, Bouygues Construction 1 an et demi. Oui, Bouygues Construction 1 an et demi, mais avant tu étais à Bouygues Bâtiment. J'ai envie de dire que ça reste la même maison. Comprenez bien que un DIRCOM, ça reste pas dans sa tour. Surtout pas. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors ça peut parader, ça peut aller boire quelques coups, faire des cocktails dans le 8e à Paris. C'est aussi très très bien et ça fait partie aussi du job. Mais tu viens de le dire Bertrand et tu n'es pas le premier à le dire dans le décodeur de la communication et je te remercie par avance parce que les plus jeunes qui nous écoutent ou même les moins jeunes qui veulent rentrer dans les métiers de la com se disent ouais, on est un beau bureau, on a des assistants aussi et ça, on a des créatifs, blablabla. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le terrain. Justement, ma question, toi qui arrives de la com, bon, ça fait 18 ans de maison, ok, donc tu maîtrises la construction et le bâtiment, hein, pour faire clair. Mais comment c'est pris les gars du terrain, les femmes et les hommes du terrain, ils disent ah là le mec de la com, ou est-ce qu'au contraire ils sont heureux de te parler de ce qu'ils font parce qu'ils en sont extrêmement fiers? Comment ça se passe quand toi le communicant t'arrives sur le terrain, peut-être en banlieue, dans le reste du monde, où finalement on n'est pas du tout glam comme tu le disais avec le monde du luxe, même si c'est une Rolls Bouygues Construction? C'est ce que je te disais tout à l'heure, on a un métier de passionné. Donc moi, à chaque fois, mais vraiment littéralement à chaque fois que je suis allé sur le terrain, j'ai rencontré des gens qui étaient fiers de me montrer ce qu'ils faisaient. Là-dedans, le communicant, c'est quoi son rôle ? C'est d'être le plus sincère possible quand il rencontre ces gens-là. C'est pas d'essayer ni de les instrumentaliser, ni de les glamouriser, ni de les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Mais à partir du moment où tu as avec eux cette approche honnête, sincère et transparente, je peux te dire que tu es accueilli à bras ouverts par tous les gens de l'entreprise. Est-ce que le terrain comprend nos métiers de communicants, sincèrement ? Il en a une vision qui est forcément un petit peu biaisée par son expérience personnelle, mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de monde sur les réseaux sociaux, il y a quand même, on vit dans une société d'image, hein, donc il y a toute une mystique autour de la communication. On ne sait pas trop exactement comment ça fonctionne, mais on voit bien qu'on vit dans un monde où c'est indispensable. Ok, donc ça, ils le comprennent. A priori, la communication, quand on est dans la construction, dans le bâtiment, dans le BTP, c'est pas nécessairement ce qui fait le plus rêver, puis c'est un peu le mal nécessaire, parce que tu l'as dit très justement à l'instant même, on est dans un monde de communication où tout est communication. Mais comment se fait-il que depuis si longtemps, Bouygues Construction ait compris qu'il fallait qu'il y ait une vraie communication, et pas uniquement en disant regardez ce qu'on a fait, parce que ça c'est magnifique, tout ce qui est fait à travers le monde, mais comment ça se fait que le groupe ait compris ça aussi rapidement? Est-ce que c'est quand Bouygues rachète TF1 ou est-ce que c'était bien avant ou est-ce que c'est bien après? On est une entreprise qui a toujours eu une vraie attention aux gens,
c'est ce que je te disais tout à l'heure, et une attention du coup aux ressources humaines et par ricochet à la com interne. Donc ça, depuis toujours, ça a été ancré dans les valeurs du groupe Bouygues et de Bouygues Construction en particulier, à travers ce prisme du collaborateur. L'ouverture vers l'externe, elle se fait progressivement. On est dans une entreprise B2B. Il faut réussir à se faire un peu violence là pour y aller. Donc, on est en ce moment à la communication de Bouygues Construction dans une période de transformation où justement, on est en train d'essayer de transformer cette vraie expertise de com interne historique et reconnue en autre chose. Une expertise qui s'ouvre aussi vers les métiers du marketing, vers les métiers de la com externe et vers le client, les parties prenantes, pour faire simple. Donc, comprenez bien, chers auditrices, auditeurs, que c'est quand même du méga lourd. Parce que vous pouvez comprendre ce que c'est que la construction. Oui, on construit une maison comme on pourrait construire une cabane. Je fais volontairement du schématique. Alors, tu sais ce que je vais faire ? Je vais quand même citer quelques ouvrages, parce qu'avec tes maisons et tes cabanes, là, depuis tout à l'heure, je trouve que ça rend pas forcément justice à ce que fait Bouygues Construction. Alors, le tribunal de commerce de Paris, c'est Bouygues Construction. La Philharmonie, c'est Bouygues Construction. La plus haute tour de Thaïlande, c'est Bouygues Construction. Le musée Yves Saint-Laurent de Marrakech, c'est Bouygues Construction. Le métro de Melbourne, c'est Bouygues Construction. Je vais m'arrêter là, mais c'était juste parce que depuis tout à l'heure, ta petite cabane, là, elle me titille. Non, mais c'était volontairement. Comprenez bien que quand vous construisez des bâtiments et des édifices partout à travers le monde de ce niveau-là, ce n'est pas simplement Bouygues qui contracte avec son client ou ses clients, c'est qu'il y a énormément de gens, des parties prenantes à convaincre. Et c'est ça qui est très important parce que c'est pas simplement, oui, on va amener des maçons et puis on va faire les choses. Je schématise volontairement et je te titille évidemment, Bertrand, et merci d'avoir rappelé toutes ces choses absolument magnifiques que vous avez construites à travers le monde, et ce depuis 52, si je dis pas de bêtises, donc depuis 70 ans et plus. Donc comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, que la communication chez Bouygues Construction, c'est pas que de la communication interne, que j'adore, et on va en parler tout à l'heure, évidemment, mais il y a beaucoup de gens à convaincre. Donc, comment est-ce qu'on fait ces choses-là, Bertrand ? Est-ce que tu peux nous expliquer, quand on est un grand constructeur comme Bouygues, comment on fait pour communiquer auprès de toutes ces parties prenantes et quelles sont-elles déjà, au-delà du client, évidemment ? Alors, effectivement, il y a nos grands donneurs d'ordre qui peuvent être des clients publics ou privés, qui peuvent être des acteurs très locaux sur leur marché ou au contraire des acteurs internationaux. Quand tu parlais de parties prenantes, il y a évidemment aussi tous nos partenaires. On n'est jamais seul quand on fait un chantier. On travaille avec des bureaux d'études, on travaille avec des sous-traitants, on travaille avec des fournisseurs. Et Bouygues Construction est le chef d'orchestre, même si le mot est un peu galvaudé, mais c'est quand même ça le rôle. C'est de mettre en musique toutes ces compétences-là et faire en sorte que ça marche ensemble. Ensuite, dans les parties prenantes, on peut aussi parler des riverains, qu'on puisse avoir des gens qui facilitent la communication avec les riverains, c'est toujours intéressant. Et puis, on a ensuite, au sens large, les régulateurs, c'est-à-dire que les gens qui font les normes de la construction, les ONG qui sont toujours très attentives à ce que le secteur de la construction peut faire, que ce soit en matière environnementale. Et puis, on a le grand public de manière plus large, parce que là aussi, on est tous allés à l'école dans une école qui a été construite par quelqu'un, on s'est tous déjà fait soigner dans un hôpital qui a été construit par quelqu'un, on habite tous dans une maison qui a été construite par quelqu'un. Donc forcément, c'est un métier qui interpelle tout le monde. En tant que DIRCOM, ça doit être extrêmement complexe de gérer toutes ces parties prenantes en matière de communication, parce qu'on ne communique pas de la même manière vis-à-vis des riverains, qui se plaignent toujours du bruit. Bienvenue à Paris, où il y a toujours, tu sais, ces magnifiques travaux pour les conduits de non pas de chaleur, mais de froid. Je n'en peux plus. Ça fait des années, sans compter les grands bâtiments qui sont construits à côté. On se dit, voilà, qu'est-ce que c'est pénible. Sauf que, tu l'as dit très justement, si t'as pas de maison, t'es quand même bien emmerdé. On est tous allés dans une école qui a été construite par des grands comme toi, entre autres. On est allés dans un hôpital. La communication doit être extrêmement complexe et aussi passionnante de par cette complexité, Bertrand. Oui, alors passionnante, ça forcément, et complexe, oui aussi forcément. Là-dedans, c'est quoi la ligne directrice ? T'en as parlé tout à l'heure, bâtir pour la vie. Donc, le fait d'avoir une marque qui s'impose à tout le monde, qu'on soit en France, en Australie, en Suisse, aux États-Unis ou au Maroc, ça nous offre un cadre de travail commun. Ensuite, on a un réseau de communicants qui est riche à peu près de 120 personnes aujourd'hui à peu près,
qui, lui, dans ce cadre qui est le nôtre, qui est celui de notre plateforme de marque, active auprès de toutes ces parties prenantes la communication qui lui semble la plus pertinente. Donc, nous, notre rôle à la direction de la communication, c'est de définir le cadre. Et alors, le cadre, on est extrêmement ferme sur ces différents côtés. Il y a un côté où c'est OK, il y a un côté où c'est pas OK. Ensuite, une fois que ce cadre il a été défini, à chacun de jouer à l'intérieur en fonction de son territoire, de ses clients et de ses parties prenantes. C'est passionnant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que dans une si grande entreprise, aussi connue, la com est respectée. Je me trompe ? C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de confiance qui se gagne présentation après présentation, discussion après discussion. On a un métier où on aime bien des fois s'auto-flageller, se dire « Ah mais oui, mais je suis pas reconnu alors que j'ai une vraie expertise, etc. » Ça peut être vrai. Il faut aussi avoir le courage de temps en temps, montrer de manière plus ferme notre valeur ajoutée auprès de nos décideurs. Donc, je ne sais pas si la com est respectée aujourd'hui chez Bouygues Construction, mais en tout cas, moi, mon travail, c'est jour après jour de montrer que c'est un actif stratégique pour l'entreprise. Montrer que c'est un actif stratégique, on est tous d'accord sur le principe, surtout quand on discute entre communicants. Mais tu sais, et tu l'as dit très justement, je trouve qu'on a un côté un peu pleurnichard qui me fatigue d'une force absolue. Quel conseil tu donnerais aux autres DIRCOM ? Et tu les connais bien puisque tu es dans un très 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 grand groupe. Quel conseil tu donnerais aux autres DIRCOM pour peut-être, aller, entre guillemets, non pas se faire respecter, parce que le respect il est toujours là pour notre fonction, mais en tout cas être peut-être un petit peu plus prégnant, un petit peu plus présent. Je dis pas qu'il faut mettre des claques parce que c'est pas du tout l'objectif. Mais qu'est-ce que tu disais que parfois il faut être un petit peu plus ferme. Comment toi tu le fais, tiens, Bertrand ? Parce que il y a du caractère dans ce groupe et tant mieux. Et si tu y es depuis 18 ans, c'est pas pour rien. Le hasard a fait que tu y es arrivé, mais on ne reste jamais par hasard dans une si belle entreprise, surtout quand on dirige de la communication depuis 10 ans et 1 an et demi bientôt chez Bouygues Construction. Donc comment tu fais, toi, à titre perso, vraiment ? Alors, je pense qu'il y a 2 sujets. La fonction communication, elle est d'abord au service de certaines parties prenantes internes. Et là, il faut qu'on puisse démontrer à nos amis RH, nos amis de la RSE, nos amis de la sécurité, qu'on peut leur apporter quelque chose. Et donc là, on est dans une posture servicielle. Et puis, il y a un deuxième volet où on est au contraire dans une posture où c'est nous qui initions. Et là, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de son ombre, quoi. Nous aussi, on est capable de proposer des choses qui ont de l'impact. Et j'insiste sur le mot impact. La com réussie, c'est pas juste entretenir un petit journal interne, une petite newsletter, un petit machin. C'est à un moment donné, on se dit qu'on le fait parce qu'on veut faire une différence, quoi. Donc, moi, et avec toute l'humilité qui va avec, si je pouvais donner un conseil, ça serait ça. C'est de se dire, oui, soyons les plus engageants possibles avec nos publics internes et proposons-leur des services qui leur conviennent et qui répondent à leurs attentes. Et ensuite, quand on est à la manœuvre, il faut avoir de l'impact. Justement, quand tu inities ces projets, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous donner des exemples, sans que ce soit pour autant confidentiel ? Écoute, j'ai un exemple. Qui date d'il y a quelques années. On a un sujet de communication autour de l'éthique. Alors, je peux te dire que quand tu as ton directeur éthique qui vient te voir et qui dit « j'aimerais faire un truc pour communiquer autour de l'éthique », bon, tu sautes pas au plafond. Mais il faut y aller. Alors, il y a plusieurs manières de le traiter, ce sujet éthique. Soit tu le traites d'un point de vue très normatif et tu dis, il faut faire le job et donc, oui, on va t'aider à parler de la plateforme d'alerte, de tout le dispositif qui est mis en œuvre. Ok, est-ce que ça va avoir un impact ? Peut-être, peut-être pas. On avait réalisé à cette époque une fiction, qui mettait en scène un collaborateur qui, malgré lui, se faisait entraîner dans un conflit éthique qui lui était au final défavorable. C'est un film qui a été primé plusieurs fois, donc dont je suis très fier, mais c'est un film qui était à la fois extrêmement sincère, extrêmement juste dans la manière dont il transcrivait les risques auxquels nos collaborateurs sont confrontés, dans lequel du coup je pense que beaucoup de gens ont pu se reconnaître parce que c'était des situations qui n'étaient pas hors sol, c'était des choses vraiment très, très ancrées dans le terrain. Et quand on voit ce film, je pense qu'on ne fait pas notre métier exactement de la même manière.
Et c'est ça que j'appelle avoir un impact. Alors, je suis d'accord avec toi. J'allais te parler évidemment de l'impact RSE environnemental. Là aussi, vous êtes extrêmement présent. Et puis, je vais être un peu brutal, mais pour une fois, c'est pas du pipeau. Alors non, c'est pas du pipeau. Pour participer, pour avoir participé à pas mal de COMEX, je peux te dire que c'est un enjeu stratégique. Et c'est voilà, ça je peux en témoigner très directement. On a des engagements qui sont ancrés dans le marbre, 30% de diminution de notre empreinte carbone en 2030 par rapport à 2022. Ça se fait pas juste en éteignant la lumière du chantier quand tu le quittes. C'est un vrai truc. Pour la première fois en 2024, en France, on a fait plus de rénovation que de construction sur la partie logement. Bon signe ou mauvais signe ? Très bon signe, bien évidemment. Il faut arrêter de construire plus. Il faut pouvoir rénover le bâti, réutiliser les matériaux, etc., etc. Donc oui, on a un secteur qui est émetteur, traditionnellement, mais ça veut dire que là aussi, on a la place pour faire une vraie différence. Parce que si tu pars d'une industrie qui est faiblement émettrice, bon, évidemment, tu vas faire des efforts et tu vas gagner un peu, et ça sera super. Quand tu es une industrie comme la nôtre, qui est d'une part indispensable, parce qu'il faut des écoles, des hôpitaux, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, tu dis que là, une fois de plus, tu peux faire une différence par tes actions et par tes décisions. Et la com, là-dedans, elle a aussi son rôle. Je me souviens d'avoir fait, il y a quelques années, un grand débat conférence sur « Faut-il encore construire ?», avec des intervenants externes, dont certains nous expliquaient que, justement, non, on était dans une période de l'humanité où il fallait absolument arrêter de construire, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Et le débat contradictoire, il était hyper intéressant, parce que justement, que ce qui ressortait de tout ça, c'était de dire les dynamiques démographiques sont telles, les besoins en infrastructures essentielles sont tels, qu'on ne peut pas se passer de nouvelles constructions en France, certes, mais aussi ailleurs dans le monde, parce que faut quand même pas oublier que il y a certains pays aujourd'hui qui ne jouissent pas des mêmes infrastructures de santé, d'éducation que les nôtres. Et ces gens-là, on peut pas leur dénier le droit de se soigner, de s'éduquer comme nous on l'a été. Et si on part de ce constat-là, la réponse sur laquelle on finissait par tomber, c'était de se dire, bien sûr, il faut continuer à construire, mais il faut continuer à construire avec responsabilité, il faut continuer à construire avec un mantra en tête, c'est bâtir pour la vie. Je reviens toujours à ça. Mais pourquoi cette marque, elle fonctionne ? Parce qu'elle dit tout de ce qu'on a envie d'être collectivement en tant qu'entreprise. Notre métier est un peu pris comme un métier de saltimbanque corporate. J'ai un peu tendance à dire ça, c'est pas tout à fait vrai, tu nous as montré que chez toi, ça n'était pas le cas, et tant mieux, sincèrement. Il faut se battre, par contre. C'est de l'éducation, c'est de la pédagogie, c'est le terme, tous les jours. Mais justement, quand on a cette responsabilité sur le dos, quand on a 8 milliards d'habitants sur la planète, qu'on ne peut pas ne pas construire. On manque toujours de logements. C'est pour ça que je t'ai demandé, quand tu parlais de rénovation versus construction, est-ce que c'était une bonne nouvelle ? J'avais en tête, évidemment, la rénovation, puisqu'on était dans tout ce qui était RSE, mais j'ai aussi en tête des gens qui n'arrivent pas tout simplement à se loger dans notre pays. On va rester que sur l'Hexagone. Quand on a cette responsabilité-là sur le dos, Bertrand, c'est pas parfois, avec tes équipes, un peu lourd, sincèrement, au sens, ça pèse, quoi. Non, évidemment que non. On vit une période qui est passionnante parce que les enjeux, oui, ils sont majeurs. Chez Bouygues Construction, je parle pas de com là. Chez Bouygues Construction, on considère qu'on a une responsabilité dans la vie de la cité. Qu'on a une responsabilité auprès des générations futures, qu'on a une responsabilité auprès des populations partout dans le monde. Cette responsabilité, après, il faut avoir le courage de la supporter. Mais c'est passionnant d'être aujourd'hui dans les métiers de la construction à ce moment de bascule de l'humanité. Quand on a cette responsabilité dont tu parles, il faut qu'on ait aussi ce courage. Je vais te poser une question qui est très dure, Bertrand. Penses-tu que notre métier de communicant soit suffisamment courageux ? Alors, c'est une excellente question. Je pense que c'est la principale qualité d'un communicant. Le courage, c'est à un moment donné de se dire que on va se représenter tel qu'on est et pas tel qu'on aurait envie d'être. C'est le fait de se dire que même si on est confronté à tout un tas d'injonctions contradictoires de la part de nos patrons, on a le courage d'opposer
de la constance et de la sincérité. Ok ? Parce que oui, on est tous communicants, on a tous eu une fois dans notre vie un patron qui est venu nous voir en nous disant tu peux pas mettre un petit peu de verre là parce que voilà. Ou tu peux. Mais oui, mais c'est déjà forcément ça arrive à tout le monde. Le communicant, s'il n'a pas le courage à un moment donné de dire non, de dire ça fait partie des lignes rouges qu'on s'est fixées dans notre plateforme de marque. Hein, une plateforme de marque, c'est ça, c'est un ensemble de lignes rouges qu'on n'est pas prêt à franchir. Et si quelqu'un l'a franchi, on est responsable de cette plateforme, on est les gardiens du temple de cette marque. Donc, si on n'a pas le courage de la faire respecter, alors là, on est foutu collectivement en tant que communicant. Voilà, c'est fini pour cette première partie d'épisode avec Bertrand. Il reviendra très vite, et rassurez-vous, ce sera toujours un king.